Ben moi, je ressens de la fierté, Elisabeth Martichoux. Je ne fais pas partie de celles et ceux qui se sont succédés sur les plateaux pour vous affirmer des choses dont ils n'étaient pas sûrs. Pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. On est amené à devoir faire des choix. On ne peut plus proposer tous les soins à tous les patients. On doit choisir qui a le plus de chances du coup de se rétablir par la suite. Tester quelqu'un au hasard dans la journée parce qu'il a envie de savoir, non seulement on est sûr de pas trouver, mais en plus on va perdre des moyens qui sont importants pour pouvoir dépister les personnes vraiment malades. Nous ne pouvons pas arrêter cette pandémie si nous ne savons pas qui est infecté. Nous avons un message simple à tous les pays. Tester, tester, tester. Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Mais encore une fois, il y va de la vie des Français, de la santé de nos concitoyens. J'ai indiqué hier que l'étude anglaise montrait que toutes les 10 minutes de confinement, nous sauvons une vie dans notre pays. J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Il ne faut pas en porter. Porter un masque est inutile, c'est ça que vous nous dites? Porter un masque est parfaitement inutile à l'heure à laquelle je vous parle. Le gouvernement dit de pas en porter. On porte pas ce qu'on n'a pas. D'accord, mais on dit que ça sert à rien. C'est répété tous les soirs. C'est faux. C'est un mensonge. C'est faux. Mentir, c'est ne pas dire la vérité avec l'intention de tromper. Je m'entretenais avec des équipes de chercheurs ce matin encore. Nous ne voulons pas passer à côté de l'occasion de donner et d'identifier un traitement qui marcherait. Vous dire seulement, Monsieur Strootman, que les cardiologues m'alertent aussi sur le fait que l'hydroxychloroquine peut entraîner des troubles cardiaques. Aux États-Unis, il y a eu une personne aujourd'hui qui, en automédication, prenait l'hydroxychloroquine et qui a fait un arrêt cardiaque qui lui a été fatal. Aux États-Unis, un homme est mort après avoir ingéré du phosphate de chloroquine. C'est en fait un détergent pour nettoyer les aquariums. Sa femme a également dû être hospitalisée. Sommes-nous l'un des pays qui testent le plus au monde? Lors de sa conférence de presse le 1er octobre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a répété cet élément de langage déjà plusieurs fois entendu dans sa bouche. Mais est-il exact? Ce qui est sûr, c'est que la France a augmenté considérablement le volume de dépistage hebdomadaire. Depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de tests est passé de 3000 par semaine début mars à plus d'1 million pour la dernière semaine de septembre. Mais cela, rapporté à la population, ne fait pas de la France un champion. Sans même aller comparer avec les pays du monde entier, Desintox est allé chercher les données de l'ECDC, European Center for Disease Prevention and Control, une agence de l'Union européenne. Chaque semaine, on trouve sur le site de l'organisation le nombre de tests effectués la semaine précédente. Sur 30 pays européens, la France, avec un ratio de 1379 tests pour 100 000 habitants, se situe seulement à la 12e place. Devant l'Hexagone, on trouve notamment l'Espagne, avec près de 1600 tests, la Belgique, avec plus de 2200, le Royaume-Uni, avec plus de 2700, et évidemment les premiers de la classe, Danemark, Luxembourg et Islande, qui caracolent en tête du classement avec près de 6000 tests pour 100 000 habitants. Plus de 4 fois le ratio français. Et même la moyenne du ratio de tests des 29 pays étrangers du classement se révèle supérieure aux chiffres de la France, avec plus de 1700 dépistages. On voit, Olivier Véran, depuis le début de l'émission, à quel point la santé et l'économie sont liées. On le voit notamment quand les soignants réclament plus de moyens, Margot en parlait, notamment les syndicats. Vous avez été à leur place. Vous êtes, comme interne, opposé au projet du gouvernement. C'était en 2007, et je voulais qu'on voit ces images ce soir. Le problème pour qu'on en arrive à faire grève, c'est qu'on en arrive à la dernière, solution possible, puisque toutes les tentatives pour essayer de négocier directement avec le ministère se sont révélées totalement inefficaces. Olivier, interne en neurologie, est en 10e année, l'avant-dernière de ses longues études. Il fait partie des meneurs de cette grève, suivi selon lui par 80% des 160 internes grenoblois. Il faut encourager un médecin à aller s'installer en milieu rural et ne pas le forcer de façon rapide et sans aucun plateau technique, sans possibilité de s'associer à d'autres médecins, sans moyens de télécommunication adaptés et tout en fermant les hôpitaux périphériques. Ce que nous demandons, c'est un développement global de la zone rurale. Qu'est-ce que dit le ministre de la Santé à ce jeune interne ce soir? Non, ce qui me faisait rire, c'était l'ordinateur. Ah oui. Le vieux modèle, ça me projette quand même très très loin en arrière. Il n'y a que l'ordinateur qui vous perturbe? Non, c'était, pardon. Je préfère parler d'ordinateur. Vous êtes vache, hein.
Pourquoi cette réforme vous prend à rebrousse-poil? Cette réforme nous prend à rebrousse-poil parce que nous pensons qu'elle est mauvaise. Elle est mauvaise pour plusieurs points. Je commencerai par dire qu'elle a été appliquée dans certains pays européens, des pays voisins comme l'Allemagne, la Suisse, mais des pays un petit peu plus loin comme le Québec, et que cela s'est soldé par une diminution de l'accès aux soins, une diminution de la qualité des soins, tout en ne résolvant pas le problème de la démographie médicale. Point encore plus important, c'est à l'origine d'une brèche qui peut conduire à une médecine à deux vitesses. Vous dites aussi que vous vous battez pour les patients. C'est pas juste un mouvement pour vous, c'est l'accès aux soins et le patient lui-même. Oui, tout à fait. Le patient est au centre de notre préoccupation actuelle. Alors, quelle est votre marge d'action? Parce qu'on sait très bien que si vous êtes en grève, vous allez être réquisitionné. Notre marge d'action, je dirais, dépend un petit peu de la ville dans laquelle on se situe. Il faut savoir que la continuité des soins sera assurée de toute façon. La direction de l'hôpital peut assigner des médecins seniors, voire des internes, lorsque c'est nécessaire, pour assurer la continuité des soins. C'est-à-dire que, j'entendais dans le reportage qu'il y aurait des patients en plus dans les couloirs, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Oui, mais alors à quoi ça sert si vous êtes en grève et que, vous voyez? C'est notre moyen d'action, c'est d'essayer de faire remonter l'information au niveau national pour qu'on nous prenne en considération et qu'on nous prenne au sérieux. Je dirais que c'est une étape première dans notre mouvement qui peut effectivement se durcir si on se rend compte qu'on n'est toujours pas entendu. Alors, est-ce que vous avez entendu la merveilleuse déclaration, la dernière, d'Olivier Véran? Donc, en 2 mots, ils disent attention au complotisme et d'ailleurs attention aux réseaux sociaux. Et il a parlé, évidemment, regardez la Brésil qui a basculé à l'extrême droite avec Bolsonaro, regardez l'Amérique de Trump. Je rappelle simplement que les élections brésiliennes ou américaines avaient lieu bien avant le Covid-19, mais ça ne fait rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça traduit surtout? Il ne s'agit pas de la calme. Qu'est-ce que ça traduit? Complotisme, réseaux sociaux, etc. Après, moi, vous savez, ce qui m'a rassuré, c'est d'entendre finalement le nom de Véran concernant les propos qui étaient tenus. Sinon, je vous aurais demandé quel était cet individu délirant que vous me faisiez entendre, et vous faisiez entendre au public. Ouais. Parce que ce sont des propos de nature psychotique. C'est une interprétation pathologique de la réalité, avec une idée préconçue préalable, bien sûr. C'est totalement délirant, historiquement absurde et politiquement absurde, parce que finalement, il oublie que Sanchez en Espagne, il est socialiste, hein, d'accord? Oui. Donc, c'est pas, tout le monde n'est pas passé à l'extrême droite au nom de leur... Bon, c'est ridicule. Voilà, mais indépendamment de ça, le but, je crois, c'est de contribuer à renforcer la dimension de terreur et de soumission chez les gens. C'est-à-dire que si vous êtes, et ça, je reviens sur la notion de théologien dont je parlais, puisque M. Véran est neurologue, paraît-il, mais qu'il est que très peu exercé. En fait, ce qu'il essaie de dire aux gens, c'est si vous ne pensez pas comme il convient de penser, vous êtes malade. Et à défaut d'être malade, vous êtes complotiste. Mais le complotisme est une forme de pathologie. C'est une pathologie sociale et idéologique. Et qu'il faut évidemment mener peut-être en camp de rééducation, peut-être, non? Je ne sais pas. Si on va arriver à ça. Les camps de rééducation, ils existent, puisqu'on ne peut pas sortir de chez soi, sinon avec une permission, et bientôt on ne pourra pas faire un certain nombre de kilomètres. C'est pire que des camps qui existaient par le passé, dans certains cas.